Salut Maï. Salut Fab. Ça va? Ben bien, je suis là. On se lance dans ce projet? Ouais, on se lance. Ça va être foufou. Vous ne le savez pas, mais en fait, on enregistre tous les matins de cette semaine. Donc, en fait, on va se voir tous les matins. Ça va être trop bien. Vous, ça sera plus étendu dans le temps, j'imagine. Mais donc, le premier sujet pour parler de cette deuxième vie, c'est avant tout le moment de la séparation et le moment aussi du divorce, qui sont pas forcément des moments identiques. Mais je me disais que ça pourrait être un premier épisode où on pourrait regrouper les deux. Est-ce que, donc, pour resituer un petit peu, mais toi, t'es séparée depuis... Alors moi, je suis séparée depuis 12 ans. 12 ans, ouais, c'est ça. Et on a divorcé 4 ans plus tard. Donc il y a eu un très très long temps entre les deux. Et la séparation, j'imagine comme beaucoup de séparations, c'était affreux. C'était hyper dur. Il y avait un décalage incroyable entre nous deux. Si bien qu'il y en avait un qui était très en avance sur son processus de séparation et de deuil de la relation telle qu'elle était avant, en tout cas, parce que ça on va en parler aussi, mais en fait c'était toi c'était pas moi, ouais. Okay. Et puis l'autre qui est une personne qui était très 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 en amont, en avance, et qui était finalement à un moment donné totalement clair avec le fait que c'était fini. Et l'autre personne qui a pas du tout compris et pour qui c'est hyper dur et ce décalage en fait rien que le décalage crée de la souffrance pour les deux, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère et tout. Et puis en même temps c'est exactement le reflet de la relation telle qu'elle était, c'était un décalage permanent. Et nous on a mis beaucoup de temps à divorcer, je pense de ce fait-là. Et pour couper, tu veux dire le cordon? Pour vraiment acter que c'était fini. Et il y avait une personne qui avait hâte que on puisse acter ça, passer à autre chose, et une autre pour lequel c'était pas si simple. Et puis autant je me rappelle que vraiment ça s'est fait pas du jour au lendemain la séparation, mais il y a eu une nuit avec une discussion. Et je me rappelle du lendemain où je vois nos enfants se réveiller dans le couloir et vraiment je vois le monde qui bascule, tu vois, la terre qui s'ouvre et c'était horrible. C'était horrible parce que c'était l'impression de prendre la responsabilité de la fin de cette histoire-là et de partir au travail et de fermer la porte. Et moi, j'ai une histoire où ma mère est partie et elle est pas partie loin, mais elle est partie. Et elle a laissé les mômes de l'autre côté, en l'occurrence moi et mes 2 frères. Et j'avais en fait moi une peur panique de faire ça, parce que avant mon processus que je raconte dans Les Rivières, je pouvais pas comprendre comment une maman pouvait autant aimer ses enfants que moi je les aimais et partir sans eux. Je comprenais pas, et tant que je comprenais pas, j'étais persuadée que j'allais faire la même chose, ou en tout cas c'était totalement une possibilité, quoi. Et quand j'ai compris que j'allais pas les laisser, en fait je suis partie. Et puis voilà, il s'est passé plein de choses. Et 4 ans plus tard, je me rappelle, on divorce. Et je me rappelle, c'était un moment hyper beau en fait, parce que c'était douloureux pour nous deux. Mais je me rappelle, on s'était vus avant. On avait pris rendez-vous avant. Donc on avait pris un café, tu vois, c'était sur l'île, au Palais de Justice à Paris, et on avait pris un café, je sais pas, 1 heure avant, juste au pied de l'entrée là, de grand escalier. Et puis je sais plus, à un moment donné, je lui dis mais en fait ça fait 20 ans qu'on se connaît, ou 15 ans qu'on se connaît, je sais plus. On a été totalement, tu vois, on se croisait, on donnait des cours de maths ensemble, on se croisait, après on est devenus potes, après on a flirté, après on est devenus amants, amoureux, on s'est mariés, on a eu des mômes, et aujourd'hui on va plus être mariés, mais ces mômes en fait c'est pour la vie, quoi. Et dans cette perspective là, je suis heureuse que ce soit toi. Et je me rappelle que, tu vois, on s'était regardés et il y a eu un moment où, tu vois, on s'est dit mais pourquoi on se dit des choses gentilles maintenant alors qu'on va divorcer,
Et on s'était dit, mais en fait, c'est le moment ou jamais. Parce qu'en fait, on se donne jamais un temps de gentillesse, de douceur. Et donc, si tu veux, quand on a signé les papiers du divorce, on n'était pas main dans la main, mais on était vraiment... je pense c'est bizarre, mais je m'étais jamais sentie aussi connectée à mon futur ex-mari, tu vois, que ce moment-là. Et je me rappelle que ça m'émeut encore d'y penser, mais tu vois, quand mais comme quoi, on en reparlera, mais là, dans un prochain épisode, mais la relation, elle évolue, quoi. Là, en fait, c'est ça, c'est que quand on a descendu les escaliers, on s'est pris dans les bras. Et tu vois, chacun est parti de son côté. Ouais. Et non, mais honnêtement, ça me cause. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Pas parce qu'on divorçait, mais il y a une connexion qu'on a rendue possible. Et c'était beau, quoi. Ça fait 5 minutes qu'on enregistre, ça chiale déjà. C'est génial. Ça chiale déjà. Et effectivement, je pense que qu'on soit ensemble, pas ensemble, amoureux, pas amoureux, ce qui compte, c'est ça, en fait. C'est cette connexion-là qui fait qu'il y a quelque chose en vie, quel que soit le statut administratif, bien sûr, mais même, tu vois, émotionnel. Peut-être que t'es plus amoureuse de cette personne, que t'es plus amoureux de cette personne, mais il y a des moments où c'est bien de déposer les armes et de dire qu'il y a autre chose de possible, quoi. Parce que pendant ces 4 ans-là, bien sûr, voilà. Affreux. Ça a été compliqué. C'était affreux. C'était que des conflits tout le temps. Et en fait, c'est logique en même temps, tu vois, qu'il y ait énormément de colère parce que je pense que quand on se met ensemble, il y a des contrats qui sont totalement inconscients que tu passes avec l'autre. Et ces contrats sont pas honorés, ou alors tu as envie de passer un autre contrat, mais t'arrives pas à le formuler. Et donc, quand il y a ce décalage, en fait, il y a un sentiment d'injustice qui est hyper fort. Donc voilà. Et puis, je pense que, tu vois, il y a 10-15 ans, au niveau relationnel, j'étais vraiment super naze, quoi. Enfin, tu vois, j'y connaissais rien aux relations humaines, donc je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais j'étais quelqu'un de très 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 isolé et qui construisait son isolement. Et donc en couple, c'est pas possible, évidemment, ça marche pas, quoi. Donc soit c'est le meilleur antidote, l'amour, soit c'est ce qui va créer encore plus d'isolement et plus de non-relation, quoi. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles c'est parfois compliqué de se mettre en couple quand on est jeune, c'est qu'on se connaît tellement peu. Et je trouve aussi que c'est pour ça que c'est cool de faire ce podcast, parce que dans ta deuxième vie, a priori, tu te connais peut-être un peu mieux, et donc tu vas prendre des chemins qui sont peut-être complètement différents de ceux que tu aurais pu prendre. Oui, bien sûr. 10 ans bien plus tôt. sûr, bien sûr. Après, je pense que je veux pas non plus avoir un discours qui déshonore les relations qu'on peut avoir à 20 ans ou à 15 ans, où en fait on se mettrait ensemble parce qu'on se connaît pas, quoi. Franchement, si je me connaissais, je me mettrais pas avec toi. Tu vois, ça, je trouve ça un peu... Ce sont des amours qui sont incroyablement belles et qui sont intenses et qui ont, voilà, toute leur folie et toute leur beauté. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une vision du couple qui dirait qu'un couple n'est valable que si ça dure toute la vie. Avec la même personne, évidemment, sans avoir été à droite, à gauche, etc. Et je pense qu'on peut réévaluer totalement ce modèle-là, quoi. Fuck you les contes de fées, j'ai envie de te dire. Bah, totalement. Vraiment... Fuck you les contes de fées, et ça nous fait énormément de mal, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, d'ailleurs. Parce qu'on a des rôles à tenir qui sont juste intenables, en fait. Ouais. Mais en fait, par rapport à cette histoire de déshonorer les relations plus jeunes et tout, moi j'ai l'impression que justement il faudrait qu'on apprenne à se rendre compte aussi que on a choisi cette personne-là à l'époque parce que peut-être on se connaissait moins bien soi, et qu'en fait ça n'enlève pas tout l'amour qu'il y a pu y avoir, quoi. Non, ça n'enlève pas du tout tout l'amour qu'il peut y avoir. Enfin, tu vois, je trouve que vraiment pour le coup la nuance elle est hyper importante à
à avoir. Oui, et puis je pense qu'il y a des temps de maturation qui sont des temps incompressibles. Et on va pas attendre d'être mûr, tu vois, pour croquer la... Mais surtout qu'on le sait pas. Surtout qu'on le sait pas, et on peut lire, même à 15 ans, tu vois, tous les cours de, tous les bouquins de développement personnel, etc. Ça marche pas comme ça, en fait, la vie. Et je sais pas, une fois que t'as dans ton cas comme dans le mien, deux beaux enfants, bah, à quel moment tu peux considérer que ta relation est un échec, quoi. Jamais, en fait. Ah non. Tu vois. Mais je pense que c'est ce que les gens se prennent aussi dans les dents, de se dire, bah, en fait, cette relation est un échec, parce qu'on divorce. Ouais. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. J'avais fait un post justement sur mon blog et il y avait plein de gens qui avaient répondu à ça. Et bon, alors je sais que c'est compliqué toujours de le citer aujourd'hui, mais Louis C.K. qui est un comédien américain, un stand-upper, qui a aussi été connu parce que apparemment il se masturbait il enfermait je sais pas si tu connais cette histoire, il enfermait d'autres comédiennes pour se masturber devant. Le mec est clairement malade, quoi. Tout en ayant clairement dit bah oui, j'ai fait ça en fait, et voilà. Ça l'a pas empêché de dire des trucs très cool, et notamment quand il y a un sketch où il raconte qu'il divorce et tout le public fait commencez pas à faire comme s'il y avait un chiot qui était mort, quoi, tu vois. On peut partir du principe que en fait c'est un beau jour, parce que vraiment 0% des mariages heureux terminent en divorce. Donc ça veut forcément dire que c'est la fin d'une histoire qui est douloureuse, qui est compliquée pour les gens, et donc vous pouvez le voir aussi comme un truc positif qui est en fait c'est un jour cool où des gens qui étaient malheureux ensemble ont décidé d'aller chacun de leur côté pour être heureux séparément. Ouais. Et il y avait plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant j'avais jamais vu le truc comme ça et tout. Et c'est vrai que moi la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, mais c'est vrai que c'est un truc cool en fait, tu vois. Et pour autant ça empêche pas tout ce qui a pu se passer auparavant d'être légitime, et les fruits de cette relation, notamment des enfants, d'être cool et d'aller bien, quoi. En tout cas le mieux possible, le moins bien possible. Mais du coup, tu veux pas raconter, toi ? Ah ouais, moi, ma séparation. Alors, c'est très marrant parce que l'histoire avec mon ex-femme qui s'appelle Kat. Je vous le dis parce que vous en avez peut-être entendu parler parfois sur mon Instagram et tout. Je l'ai un peu mis en scène. On s'est rencontrés quand on avait, elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Donc on était vraiment en mode high school lover, quoi, tu vois. Et en fait, alors l'histoire a été assez cool globalement, même si ça a été un peu compliqué parce que les études, on a dû faire nos études ensemble, on a grandi vraiment ensemble à plein de niveaux. Donc on s'est découvert ensemble en tant qu'adulte. Ça a pu être parfois un peu compliqué parce qu'elle voulait faire ses études à Bordeaux notamment. Enfin, il y a eu plein de rebondissements. Moi, j'ai commencé à bosser très tôt alors qu'elle faisait encore ses études. Et au final, on a fini par se marier en 2004. Et en fait, au sein de notre relation, il y a toujours eu ce truc que moi je trouvais assez sain, tu vois, d'évoquer la fin de notre relation. Tu vois, du genre, si un jour on divorce, enfin, tu vois, parce que on avait autour de nous des gens qui divorçaient, un peu plus âgés, etc. Et en fait, il y avait aussi un miroir qui était bizarre de se dire, putain, en fait, on n'a pas envie de faire ça, tu vois, nous, et de venir l'évoquer. Alors, pas tous les jours, tu vois, mais de temps en temps, quand on parlait du sujet, tu vois, on l'évitait pas, et je trouvais ça cool de venir le dire, quoi. Vachement sain. Et en fait, on veut pas faire comme ils ont fait eux, parce qu'en fait ils sont en train de se tirer dans les pattes, vas-y viens, on discute ensemble, etc. Alors ça c'est la théorie. Après la pratique, elle est avant tout passée par de la thérapie, bien sûr. Et je trouve que la thérapie, alors encore une fois, je crois qu'on peut le dire, disclaimer, mais tout ce qu'on se raconte là, c'est nos points de vue à nous, et sans doute que si on filait le micro à nos ex, ils auraient peut-être une version totalement différente. Bien sûr. Mais de mon point de vue, en tout cas, j'ai un peu l'impression que la thérapie nous a amenés à nous séparer. Mais tu veux dire que vous avez fait une thérapie avant, quand vous étiez en couple ? Individuellement. Ah non, individuellement, voilà. D'accord. Pas une thérapie de couple. Ok. Parce que en fait, je crois que individuellement, on se disait qu'il y avait peut-être un truc qui nous amenait à un moment donné à la fin, et on n'avait pas de problème de couple en fait.
En tout cas, vous n'étiez pas malheureux. Non. Non, ouais, c'est ça. On avait une vie un peu particulière aussi, parce que moi, je vivais à Paris pendant la semaine. On se retrouvait le week-end. En fait, moi, j'étais toujours super heureux de revenir, de la retrouver. Et je crois que c'était réciproque. Mais en fait, jusqu'à un moment où la relation a commencé à se déliter, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Et on a, tu vois, tenté de se rapprocher, de se remettre en route une routine. Un truc qu'on a beaucoup fait, par exemple, pendant notre relation, c'est qu'on faisait en sorte, à peu près, enfin très régulièrement, à peu près tous les 6 mois, de prendre un week-end ensemble. On se barrait, on décidait. Donc on avait pas mal de petits rituels comme ça. On se retrouvait tous les deux et qu'on avait un peu laissé de côté. Et la thérapie nous a vraiment, je crois, amené à apprendre à gérer les émotions pour faire en sorte que la séparation se passe pas trop mal. La blague, c'est que la fameuse discussion qui déclenche tout vient de la charge mentale. D'une discussion qui a eu lieu, je pense, 1 an auparavant, peut-être 2, où moi je découvre la charge mentale et en fait je me rends compte que dans ma situation, j'ai été élevé comme un petit prince. Ouais. Voilà. Je n'ai jamais rien branlé chez moi depuis que je suis tout gamin. Tu vois, ma mère s'occupait de tout. Elle était femme au foyer, etc. Donc elle s'occupait de nous. Et en fait, j'ai trouvé une meuf qui était exactement dans ce truc-là, qui prenait tout en charge. D'accord. Et le jour où je suis arrivé et que je lui ai dit, écoute, je découvre la charge mentale. Et en fait, je me rends compte que vraiment, je fous rien et qu'en fait tu t'occupes de tout. Mais alors elle s'occupe de tout et en plus, si tu veux, je crois qu'elle embrassait le truc de je suis très bien là. Il y a j'ai une forme de zone de pouvoir entre guillemets. Tu vois, d'utilité et de pouvoir, bien sûr. Voilà, exactement. Non, bien sûr. Ça m'a un peu fait vriller le jour où je lui ai dit en fait j'aimerais bien. Et elle m'a dit mais à quoi je vais servir? Et oui, bien sûr. Et là j'ai fait évidemment. Je suis tombé tellement de haut. Ouais, mais d'ailleurs il y a des couples, tu vois, qui s'entendent là-dessus. Enfin, autour de moi, je suis sûre que vous en connaissez aussi, dans un sens comme dans l'autre. Tu vois, moi j'ai des couples où c'est vraiment le mec qui fait tout, mais il se sent utile à cet endroit-là. Sa nana, elle se sent libérée à cet endroit-là. Et inversement, d'autres couples. Et donc, dans l'intime, que chacun fasse ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que sur certaines... C'est marrant parce que vous êtes dans le cas inverse où le bonhomme revient en disant attends, en fait faut que je prenne ma part, et la meuf dit non. Et en fait la vérité c'est que c'est hyper courant parce que il y a à cet endroit beaucoup d'utilité. À quoi je vais servir si je fais pas ça? Il y a beaucoup de pouvoir et donc il y a beaucoup de raisons d'être. Mais mais c'est intéressant. Moi, je sais que cette histoire de charge mentale, je le savais pas du tout à l'époque. Mais maintenant, en regardant ce qui s'est passé, évidemment que ça a été une des choses qui m'a séparée de ma relation. Moi, ça c'est sûr. Mais tu vois, je suis même allé jusqu'à lui dire un jour, on s'est vraiment pris la tête. On était censé aller au resto un vendredi soir et en fait, on s'est pris la tête pendant 2 heures là-dessus. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est ce fameux soir où elle m'a dit, en fait, à quoi je vais servir? Mais vraiment en pleurs en plus, tu vois, en mode non, mais c'est terrible. hyper profond. C'est pas du tout un truc d'égo de surface. C'est un truc très 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 profond. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, parce que j'avais cette chance d'avoir ma boîte et de pouvoir choisir ma rémunération. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, sur la boîte, je prends quelques dizaines de milliers d'euros de plus. En plus, la boîte, elle a la possibilité et tout. Et en fait, on prend quelqu'un à plein temps ou à quasi plein temps qui va s'occuper de tous les trucs dont tu t'occupes et en fait dont moi je peux pas m'occuper parce qu'en plus j'étais à distance et en fait t'es libéré de cette là. Tu peux mais ça marche pas comme ça. C'était tellement plus compliqué que ça alors. Ça marche pas comme ça. Très très dur. Ce truc de on va voilà, tout ce dont tu te plains ou plains pas d'ailleurs, puisque là la plainte il y avait pas de plainte de son côté. On va le décharger sur une tierce personne. En fait, ça marche pas comme ça. C'était très très dur. Et enfin, ce qu'il y a derrière la charge mentale, bien sûr, c'est, je pense, individuellement, c'est à quoi je sers. Et dans la relation, je pense que c'est à quel point es-tu engagé dans cette relation. Et il y en a pour qui c'est un signe d'engagement, de changer les couches, de faire à manger, de soigner, tu vois. Et d'autres pour qui ça n'est pas du tout un signe d'engagement, quoi.
C'est les fameux langages de l'amour. J'ai un ami qui me disait que pour son mec, lui dire qu'il l'aime, c'est débarrasser le lave-vaisselle. Ouais, et il a mis des années à comprendre ça. Mais je rappelle que j'étais avec un homme qui, lui, était très très. Je dirais pas qu'il était très très ménage, c'est bizarre de dire ça, mais c'est quelqu'un qui avait toujours, la maison était nickel avec lui. Et tu vois, le matin, il faisait le lit des enfants, donc moi je les amenais à l'école, lui faisait le lit des enfants, mais carré. Vraiment tiré, enfin, il était nickel le lit, tu vois, comme un truc d'hôtel, quoi, mais sublime le lit. Et il me disait, tu vois, ils feront de beaux rêves ce soir. Et moi, c'était une preuve d'amour, mais qui était tellement immense, tu vois, que cet homme, enfin, ça aurait pu être une femme, hein, mais tu vois, que mon partenaire fasse ça pour moi et pour mes enfants, ça va aller, mais tous les je t'aime du monde, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Et donc en fait, l'histoire veut que j'ai pris ma place dans le linge, tu vois, de laver le linge le week-end, parce qu'en fait c'était un truc que je pouvais faire le week-end quand je rentrais, que j'arrivais à gérer de A à Z, etc. quoi. Et en fait, j'étais pas j'ai appris au fil de l'eau, tu vois, notamment les trucs à mettre dans le etc. Tu vois venir. Le tri des couleurs. Non, ça va. Blanc. Ça, tu vois, parce que bon, j'ai quand même vécu seul, donc je savais. Mais par exemple, l'histoire veut que elle s'était fait offrir un cachemire, en fait, ou elle s'était offert un cachemire pour ses 40 ans, qu'elle avait foutu au fond du bac. À ma décharge, je crois que ça faisait un week-end que j'étais pas là, et que peut-être le week-end d'avant, je l'avais pas fait non plus pour une autre raison. Donc si tu veux, elle s'était dit, ok, bah je reviens dans le game, quoi, tu vois, à ce moment-là. Elle a foutu le cachemire au fond du bac, elle dans sa tête, pour se dire, bah, en fait, je vais le laver à la main, comme ça. Et moi, je le vois au fond du bac, et dans ma tête, c'est alors, ok, comme c'est fragile, je vais pas le mettre au sèche-linge, mais je vais quand même le mettre à la machine. Je le fous à la machine, et bien sûr, le cachemire est flingasse. Bah ouais. Et ça l'a mise dans une colère folle. C'est qu'en plus, il y avait un truc où elle changeait sa garde-robe. Le cachemire, il était un peu symbolique aussi, bien tu vois. Elle avait changé sa garde-robe. Il y avait des amis à elle qui lui avaient offert un relooking pour qu'elle prenne soin d'elle, etc., etc. Et bon, moi, j'étais super content de ça. Et je crois que elle a vu ça aussi comme, t'es en train de me flinguer mon relooking, frère. What the fuck. Et donc, ça l'a déclenché. Alors déjà, il y avait ce truc de, c'est cher, tu vois, bon, ça à la limite. Mais, et puis, colère folle. On était censé partir en ville. C'est avec, le bouton noir sur lequel t'appuies en dessous. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu comprends pas? Ah bah ouais. On était censé partir en ville, je me souviens très bien cet après-midi-là avec les filles et tout. Et en fait, elle me dit, écoute, va avec les filles tout seul. Moi, je reste là, je vais pédaler, je vais faire du vélo. C'est un truc qu'elle faisait, tu vois, vélo d'appart. Et en fait, quand elle revient, beaucoup plus calme et tout, elle me dit, écoute, je crois qu'il faut qu'on en parle. Et en fait, elle m'a dit un truc fou. Elle m'a dit, je crois qu'il faut qu'on se sépare avant que je te déteste. Waouh. Et en fait... Waouh. Et toi, tu t'y attendais pas du tout. Je crois que, alors, je sentais que la relation était, tu vois, un peu en train de se déliter, que c'était compliqué. Mais moi, dans ma tête, en fait, on aurait pu encore rester comme ça pendant 2-3 ans. Essayer encore. Et qu'on était bien. T'avais encore des réserves, quoi. Ouais, voilà, vraiment. Oui, parce que pour toi, il y avait pas de conflit. Donc, pas de conflit égale, ça va. Ouais. Alors qu'en fait, pas de conflit, ça va pas du tout. Voilà. Et ça, bah. Une relation sans conflit. Mais j'ai appris ça beaucoup plus tard. On n'a pas eu beaucoup de conflits dans notre vie, tu vois. Ouais. Si bien qu'avec le recul, je me dis, mais si ça tombe, il y a plein de trucs sur lesquels elle s'est assise, elle, parce que moi, j'ai jamais eu trop eu de soucis à aller au conflit. Je crois que pour elle, c'était un peu plus compliqué, mais ça, je le savais pas à l'époque. Donc, il y a possiblement plein de conflits sur lesquels elle a jamais voulu appuyer, si tu veux, parce que c'était compliqué pour elle. Mais ça, bon, on va pas refaire l'histoire, quoi, tu vois. Mais oui, donc elle m'a dit ça, mais de façon hyper cool en plus, tu vois, hyper détendue, parce que c'était hyper bien. Et en fait, je lui ai dit, écoute, ok, si tu penses que c'est le moment, faisons ça, quoi, tu vois, parce qu'on on l'avait déjà évoqué. Tu t'es pas dit, tu l'as pas dit, mais t'es folle, ma belle. En fait, on va finir notre vie ensemble. Allons dans le conflit, allons au bout. Il y a un truc hyper intéressant. Je le sentais venir. Oui, tu sentais venir quoi? La fin. Ouais, la fin de notre relation. Oui, donc en fait, chacun, vous étiez déjà avancé sur la fin. Oui.
C'est ça en fait le truc. Parce que si tu veux, moi par exemple aujourd'hui je peux avoir des conflits avec mon compagnon et lui il va me dire non mais t'as pas compris, on va finir notre vie ensemble. Donc là c'est un truc qui est douloureux, mais on va y aller tous les deux et on va trouver quelque chose. Et moi c'est certainement ce qui m'a manqué aussi, c'est j'aurais aimé qu'on me dise ça plus tôt quoi. Des phrases comme ça. Mais ça n'est possible de dire des phrases comme ça que si toi-même t'es vraiment engagé dans la relation et que t'es pas en fait engagé dans la relation en surface quoi. Tout va bien, je vois pas pourquoi on se séparerait et puis en fait quand la personne te dit je crois qu'on va se séparer, tu fais OK. C'est fou, hein. Ah, mais c'est fou. Mais ceci dit, je crois que, tu vois, j'étais vraiment là-dedans. Jusqu'il y a peut-être 1 an ou 2 avant, tu vois, où je sentais vraiment que le truc était que c'était de plus en plus compliqué et que peut-être le combat allait nous amener vers des choses où on allait peut-être finir justement par se déchirer, à vouloir se séparer, enfin justement se rapprocher, où on finissait par, tu sais, je vois vraiment ce truc je crois que le jour où moi je suis rentré en thérapie en 2016 à peu près, elle est restée pendant 2 ans sans du tout aller voir un thérapeute. Et en fait, elle avait, entre guillemets, 2 ans de retard, si tu veux, par rapport à ça. Ouais. Et que ça nous a amenés sur des routes qui nous ont amenés petit à petit, avec le temps, à nous séparer de plus en plus, si bien qu'à un moment donné, c'est plus réconciliable, quoi. Ouais. Mais après, je pense aussi qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans l'amour, dans pourquoi on tombe amoureux. Et je pense qu'il faut aussi... il n'y a pas que des raisons pour lesquelles on se sépare. Il y a aussi quelque chose de mystérieux sur la disparition de l'amour. Il y a un moment où c'est plus là, quoi. Et tu vois, on s'est tout de suite fait la réflexion de ok, en fait, la relation est déjà en train de changer. L'amour est déjà en train de changer très très vite une fois qu'on a déposé ça là et qu'en fait on en a parlé, qu'on a commencé à le rendre concret, à dire ok, donc comment on fait, comment on l'annonce aux filles, c'est quoi la vie, comment on se sépare les choses, etc. C'était affreux, ça. Très 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 vite, il y a eu ce truc de ok. C'est marrant parce que de notre côté, donc c'était entre Noël et Nouvel An, tu vois, cette période-là, et en fait on a passé un réveillon de Nouvel An à se dire au revoir. Tu vois, vraiment à remémorer toute notre histoire. On était ensemble depuis 25 ans, tu vois, et à se congratuler de nous avoir amenés là où on était, en fait, de façon très cool. Mais c'est génial parce qu'il faut ritualiser, en fait. Faut ritualiser ces séparations et les ritualiser, c'est canaliser toute une violence qui est totalement pas nécessaire. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que c'est difficile de se séparer. Et donc parfois une grosse colère, de la violence, ça permet d'être l'explosion qui va rendre la séparation possible. Alors qu'en fait, t'es pas obligé d'en passer par la violence. Ouais, parce que tu te déchires même, tu vois. Quand t'as besoin de. Et donc elle a son utilité, la violence, à cet endroit-là. Mais je pense que tu peux faire autrement. Et effectivement, honorer le passé, quoi. Ce qui devient ton passé, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, pour le coup, tu vois, nous, on s'est séparés extrêmement rapidement. Enfin, on s'est séparés très vite parce que moi, déjà, de toute façon, j'avais ma vie. Ouais. Oui, c'est ça. Vous aviez déjà deux appartements séparés. Voilà. Donc, c'était assez simple. Et surtout, on a divorcé très rapidement parce que Kat, elle est du genre à pas laisser les choses. Ouais. Pas 4 ans, quoi. Juridiquement et tout, tu vois, les juristes, la meuf enfin, vraiment, fallait que ça soit nickel. Ouais. D'ailleurs, j'ai souvenir que mon avocate a merdé à un moment donné dans une date et tout. Elle était ultra remontée parce que on n'a pas pu signer les papiers. Bien sûr, on s'est quitté début janvier. On était censé se divorcer en mi-mars, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, incroyable. Donc, oui, alors que nous, on était tout le temps dans t'es prêt, t'es pas prêt, t'es prêt, t'es pas prêt. Et on a raté cette échéance-là mi-mars, et après il y a eu le confinement, et en fait ça l'a fouté dans je sais pas pourquoi, on en a jamais reparlé d'ailleurs, mais elle était ultra vénère que on ait raté, alors qu'elle avait, tu vois, pas envie de se remarier, elle avait pas de projet, parce que pour moi c'est ça surtout, enfin l'un des trucs importants du divorce, de signer les papiers, c'est surtout que ça te permet de pouvoir te remarier derrière, quoi. Oui, mais après je pense que derrière l'administratif, c'est un acte symbolique qui est vachement important, qui est très très important.
Sans doute. Bien sûr. Et comme vous, en plus, vous aviez déjà des espaces séparés. Celui-ci, c'était d'autant plus important, je pense. En tout cas, à ses yeux, j'imagine, peut-être. Est-ce que c'est le moment du point stat? Parce que je vais pas être au taquet à ce point-là sur tous les épisodes, calmez-vous. Mais en tout cas, il y a un truc facile avec le divorce, c'est qu'il y a des chiffres qui existent. Alors, je vous mettrai dans les notes, si ça vous intéresse, un lien. Il y a 130 000 divorces par an en France. Il faut savoir qu'en 1972, il y en avait 45 000. Donc, ça a beaucoup augmenté. Ouais. Il y a 1,8 mariages pour un divorce. Et quasiment 45% des mariages finissent par un divorce. Donc, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Et ça, c'est en France, c'est pas à Paris. Non, c'est en France. En France, je crois qu'à Paris, c'est beaucoup plus, c'est ça. Hein. Ouais. En fait, déjà, en France, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est en train de devenir une nouvelle norme. Voilà. Mm-hmm. On en reparlera un peu après, mais après, tu as les familles recomposées derrière. Ce qu'ils appellent le taux de divorcialité est de 10, c'est-à-dire que chaque année, 10 couples mariés sur 1000 divorcent. Ok. Les hommes ont en moyenne 42 ans et les femmes ont en moyenne 44. Quand elles divorcent ? Quand elles divorcent. Mais c'est bizarre cette histoire. Pourquoi ? Non, pour moi, ça va avec la crise de la quarantaine. Mais non, mais parce que les femmes, elles sont souvent mariées avec des hommes plus âgés qu'elles. Ah, écoute, ouais. J'avais pas vu dans ce sens-là. Ok. Hyper bizarre, mais... Statistiquement, c'est étrange. C'est hyper bizarre, parce que quand tu divorces avec une autre personne, donc... C'est vrai. Je comprends pas. Mais bon, ok. Et de ces divorces, forcément, il y a des familles recomposées, ça sera l'objet d'un autre épisode, mais il y a aujourd'hui 1,6 million d'enfants qui vivent dans des familles recomposées. Et 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leur nouveau conjoint. Ouais. Ça fait près de 8% des familles françaises qui sont des familles recomposées. Non, donc quasiment 1 sur 10. Ouais, c'est vraiment... C'est incroyable. Et ça, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur le sujet. Très peu. Alors que culturellement, c'est un truc de ma boule, quoi. Ouais. Enfin, j'imagine. Ouais. Et l'autre truc aussi, c'est que... alors, toi, ça fait 12 ans. Mais donc, toi, t'es passé devant le juge, parce que tu sais, il y a ce truc maintenant du consentement, du divorce par consentement mutuel. Ouais, mais c'était déjà le cas, non ? De ton temps ? De mon temps, je crois que c'était déjà depuis le cas. 2017, t'as plus besoin d'un juge. Ah, d'accord, ouais. Tu peux le faire devant le notaire, avec chacun un avocat. D'accord. Et ça facilite vraiment le truc, parce que si t'as pas de grief, ça t'évite de pouvoir mettre en place tout le ramdam judiciaire, quoi. Parce que, alors, nous, à l'époque, il y avait la possibilité d'un divorce par consentement mutuel, mais t'étais obligé de passer devant le juge. Mais t'étais obligé de passer devant le juge, et il y avait aussi quelque chose, peut-être qu'on en parlera, ça n'a pas été trop notre cas, ni à toi ni à moi, en fait, c'est un vrai faux consentement mutuel, parce qu'il y a une pression qui est telle de l'un sur l'autre, une emprise qui est telle de l'un sur l'autre que, en fait, on peut pas vraiment parler de consentement mutuel, quoi. Notamment sur les histoires de pension. Ouais. Et ça serait peut-être l'objet d'une autre émission, mais la différence économique qu'il peut y avoir entre les deux conjoints et le versement d'une pension suivant cette différence économique / suivant les modes de garde des enfants, ça c'est l'objet d'une négociation qui peut être plus saine si chacun est défendu par un avocat, parce que il n'a pas besoin de le faire en direct avec un ex-conjoint avec qui c'est compliqué. Je crois que t'es obligé aujourd'hui. Hein. Ah là, t'es obligé, d'accord. Parce que à mon époque, on pouvait avoir la même avocate ou pas d'avocate du tout. Voilà. Ouais. Mais là, comme il n'y a plus de juge pour faire tierce, d'accord, okay. Si tu veux, t'es obligé d'avoir un avocat chacun. Ah bah d'accord. Nous, c'était une décision qu'on devait prendre nous-mêmes. Et rien que ça, c'était déjà un enjeu, quoi. Bien sûr. Est-ce que chacun prend son avocat ou pas? Déjà, ça change ça change énormément, mais ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait des points où la société pouvait enlever de la pression sur l'intime, ce qui est très très bien. Et je sais pas si ça peut être utile à cet endroit-là, mais à l'époque, on avait obligation de faire une comment ça s'appelle, pas de voir un psy ou une psy, mais de voir une médiatrice ou un médiateur. Je sais pas si c'est toujours obligatoire, mais je le conseille à tous
toutes les personnes qui se séparent, parce qu'en fait, dans la séparation, il y a souvent quand même tellement de douleur que c'est difficile de faire des choix vraiment éclairés, qui soient pas juste le produit de cette douleur et de tout ce qu'elle génère de colère, de violence, de culpabilité. Et donc, les décisions que vous allez prendre, elles vous engagent pour très longtemps, surtout si vous avez des enfants. Et donc, avoir une personne qui va faire la médiation et qui va vous aider juste à éteindre les feux, quoi, l'urgence. De même que nous, on était allés voir 3 ou 4 pédopsies différents. Pour les enfants ? Pour les enfants, parce qu'on n'avait pas envie de prendre la décision qui était normalement prise pour des enfants en très bas âge. Moi, mes 2 enfants avaient presque 3 ans et 1 an et demi, donc c'était vraiment petit, quoi. Non, 3 ans et demi et 1 an et demi. Donc très très petit, et donc la norme, c'était chez la mère. Et un week-end sur 2 chez le papa. Et nous, on voulait pas du tout ça, ni l'un ni l'autre. Et le pédopsie qu'on avait vu, enfin tous les pédopsies qu'on avait vus nous avaient dit, mais il y a les stats, mais vous êtes 100% de votre stat. Donc vous êtes votre norme. Et donc autorisez-vous à inventer un chemin qui peut-être n'est pas majoritaire, mais qui sera votre chemin. Il faut que vous soyez tous les deux à l'aise. Et nous, on s'était engagés mutuellement, donc moralement, à ne pas séparer l'autre parent des enfants. Donc, par exemple, on s'était dit, s'il y en a un qui déménage de Paris, il prend ses responsabilités, mais il prend pas les enfants avec lui, parce que mon ex-mari, il était il se sentait très très vulnérable en tant qu'homme et en tant que père dans sa parentalité par rapport aux enfants. Et on s'était engagé à jamais dépasser cette ligne-là, ou à déménager ensemble, et que ce soit l'objet d'une discussion. Et ouais, en fait, voir des pédopsies qui nous disent ça nous avait énormément aidé et autorisé. Et donc, il disait, règle numéro 2, donc règle numéro 1, vous d'abord, en fait. Et vos enfants ont une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Donc, plus vous serez heureux, plus ils seront heureux. Et 2, observez. Là, votre gamin, il est malade non-stop, il s'est claqué les doigts entre 2 portes. En fait, il peut pas parler, donc là, il appelle à l'aide. Arrêtez vos conneries, quoi. Et je me rappelle ce truc de arrêtez vos conneries, en fait. Tu sais, ça nous avait planté, quoi. Et on s'est dit, bah ouais, faut qu'on arrête nos conneries, en fait. Et ouais, ça nous a énormément aidé. C'est cool d'avoir un pédopsie qui te dit les choses aussi clairement que arrêtez vos conneries. Ouais. C'est vraiment cool. Plutôt que d'enrober le truc, tu vois. Ouais, non. Là, il avait dit non, mais arrêtez vos conneries. Et c'était vraiment salvateur. Vraiment salvateur. Il y avait aussi des questions parce qu'on a on a proposé aux gens de poser des questions à propos de l'avocat ou l'avocate qui vous suit. Ouais. Moi, je suis allé chercher une avocate que je connaissais par ailleurs, en fait, avec qui j'avais déjà travaillé, qui faisait à la fois du social. Donc en fait, elle avait géré quelques dossiers de séparation chez Mademoiselle, tu vois, et qui faisait aussi du divorce. Parce c'est marrant parce qu'elle m'avait raconté ça en passant, en me disant, c'est exactement les mêmes dynamiques en fait de rupture. Rupture entre un divorce et... Bien sûr, il y a tellement d'affectifs. Voilà. Ouais, bien sûr. Et comme je m'entendais très bien avec elle, je suis allé la voir et effectivement, j'aimais beaucoup son franc-parler, tu vois, ou quand je faisais des conneries, elle me disait, non mais il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais. Et donc, faites-vous recommander peut-être, et puis... Ouais, il faut des recommandations, et puis surtout, il faut des gens de paix. En fait, donc que ce soit les avocats, les médiateurs, vous normalement, si vous êtes un peu, comment dire, si vous êtes comme la plupart des gens, vous voulez avoir raison. Vous voulez avoir raison, vous voulez que l'autre reconnaisse à quel point vous avez raison. Et en fait, si vous avez ces pensées qui vous traversent, c'est totalement normal, mais c'est que de l'ego. En vérité, c'est que de l'ego. Et donc, cherchez toujours des gens qui, selon votre problématique, cherchent des réconciliations qui soient saines, la paix, mais
parfois l'inverse, c'est-à-dire qu'on était allé voir une médiatrice qui nous a dit je n'ai jamais vu des gens aussi parfaits. Il y a pas un mot plus haut que l'autre, il y a rien qui soit détestable dans ce que vous dites, mais en fait vous dites rien quoi. Vous dites absolument rien les mecs. Faut y aller là. C'est le moment ou jamais en fait. On est là tous les trois et je suis là pour prendre une partie de votre colère, une partie de votre excès, pour que vous n'ayez pas à vous le trimballer tous les deux face à vos enfants. Donc allez-y quoi. Et ça vous avait aidé ? Ça nous avait aidé, mais en fait c'était un champ qui était beaucoup plus large évidemment et qui était aussi le nœud de cette déconnexion qu'on avait dans notre relation et qui était, moi en tout cas, une déconnexion qui était personnelle beaucoup plus forte. Donc voilà, donc prenez pas des avocats qui veulent maximiser votre pension ou la minimiser, enfin celle que vous avez à verser. Et puis j'avais aussi le conseil de mon avocate que j'avais pas du tout suivi à l'époque, mais qui m'avait dit voilà, les décisions que vous allez prendre maintenant, elles sont pour très très longtemps. Et donc peut-être que vous voulez pas de pension parce que vous vous sentez coupable d'être parti. Mais en fait, vous êtes freelance. Et ça peut mettre en danger l'équilibre de votre famille à long terme. Et je l'avais pas écouté. Moi, je voulais absolument pas de pension. Je trouvais que c'était pas juste, que j'avais mes choix et que j'avais besoin de me prouver que je pouvais vivre cette vie autonome. Et ça a fait son job. Ça a fait son job. Et l'année dernière, quand la pandémie est arrivée, ça faisait plus le job. Parce que en fait, tu te rends compte que c'est pas uniquement tes choix. En fait, c'est rester à Paris auprès de ton ex-conjoint. Il y a des choix familiaux qu'en fait tu peux plus t'offrir, quoi. Oui. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a dû rediscuter cette chose-là. Donc. Et ça a été ? Non, c'était affreux. Okay. Mais c'est pas grave. Ok. En fait. Je pense que donc au final ton avocate avait raison. Alors elle avait raison et pas raison. Oui, parce que ça t'a propulsé aussi le fait de pas avoir de pension. Exactement. C'est-à-dire que moi ça m'a permis de me prouver tellement de choses, de pouvoir générer suffisamment d'argent pour vivre à Paris en étant créative, en étant freelance, en ayant la moitié de l'année 2 enfants à charge, de les emmener en vacances, etc. Et j'avais besoin de prouver que j'avais pas besoin d'un homme, tu vois, pour pouvoir avoir cette vie. Et puis il y a eu un moment donné où ça n'a plus été possible, mais c'était suffisamment loin pour que je me sente plus coupable de cette fin de relation. Que en fait c'était pas ma faute, c'est une toute autre, peut-être qu'on en parlera, mais c'est une toute autre dynamique. Il y a pas de faute en fait, tu vois. Alors il y en a qui disent en fait les torts sont partagés, mais je pense que c'est plus que ça en fait. Il y a un moment où l'amour part, quoi. Et je suis pas sûre que en ayant mieux communiqué, en ayant mieux ci, mieux ça, parce que là on resterait dans une histoire de succès et de avez-vous réussi votre relation ou pas. On a fait de notre mieux, ça c'est sûr, quoi. Et c'est juste comme ça. Et en fait, assumer que jusqu'au bout de leur autonomie financière, les choix que les uns font ont un impact sur le choix des autres. Moi, je serais bien allée vivre à Londres chez mon mec ou en province, là où les loyers sont moins chers, quoi. Tu vois. J'aurais tenté cette vie sans problème, mais je peux pas faire ce choix-là toute seule. Que je suis pas seule et donc voilà. Et je trouve ça juste en fait. Derrière l'argent, il y a plein de tellement de dossiers, hein. Plein. Et moi, comme le dossier de l'indépendance et de faire des choix de vie qui soient viables, cette case, elle était cochée pour moi. Donc j'avais plus besoin de la cocher. Par contre, j'avais besoin que mes enfants soient bien là où ils sont, dans un projet familial qui était plus global. Un des tips, moi, que je voudrais donner, que je voudrais partager, je sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Marriage Story, qui est avec Adam Driver et Scarlett Johansson, qui parle de la fin d'une histoire. Ouais. Et je trouve que le film appuie très bien sur
à quel point ils partent d'une histoire de consentement, enfin tu vois, de consentement mutuel, etc. Et un peu là où, alors je sais pas vraiment si c'est pareil aux US où les avocats sont rémunérés à la thune qu'ils récupèrent, etc., etc. Oui, c'est pas le cas en France parce qu'il y a des forfaits. Mais moi, mon avocate, on avait un système de rémunération qui était très particulier parce que Kat, elle gagnait quasiment toute la thune. Moi, pendant très longtemps, je me suis pas payé, etc. Et en gros, avec mon argent de mademoiselle, je venais compenser en fait. Donc j'avais des revenus beaucoup moins élevés qu'elle. Et en fait, mon avocate m'a dit en fait, vous pourriez réclamer, alors je sais plus, mais l'équivalent de beaucoup d'argent, quoi, tu vois. Et aux yeux de la loi, en fait, ça serait ok, quoi. Et en fait, moi, je voulais pas, tu vois, parce que pour moi, au nom de l'histoire, au nom de tout ce qu'elle a pu faire pour le projet, etc., en fait, il n'était pas question que je fasse ça. Et il faut avoir vraiment du caractère vis-à-vis de ton avocate ou de ton avocate quand elle vient de dire vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr, parce qu'en fait vous allez pas venir m'emmerder derrière, tu vois, en gros. Moi c'était pareil, elle me disait mais vous êtes sûr, c'est exactement ça. Et moi j'étais tellement sûre que ça me posait pas de problème, mais pour des personnes qui sont en hésitation, je comprends, mais je vois très très bien ce regard de vous êtes sûr. Ouais, je suis sûr. Et j'ai un ami qui était un peu dans la même situation que moi, et lui, il a fait, non, je prends toute la thune auquel j'ai droit, parce qu'en fait, la loi dit que j'y ai droit, et je t'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça. Au nom de l'histoire, et à un moment donné où, comme tu dis, derrière l'argent, il y a aussi beaucoup d'ego. Il y a plein de choses de sécurisation, de sécurité, de compensation, etc. De dette. Qu'est-ce que je dois pas. Bien sûr, évidemment. Et j'ai vraiment envie de dire, soyez vraiment à l'aise avec vous et avec comme tu disais, avec votre chemin que vous avez envie de mettre en place, parce que moi je crois que si je lui avais dit ok, en fait moi je veux cet argent là parce qu'en fait j'y ai droit, en fait la suite de notre relation n'a plus rien à voir. Bien sûr. Et moi c'est pareil, hein. C'est pareil, si j'avais pris l'argent, notre relation alors elle s'en serait pas remise. Et ça du coup je rebondis sur, je me permets de donner un conseil aussi. Tu peux. Parce que je l'ai compris beaucoup plus tard. En fait on appelle un ex-compagnon ou une ex-compagne, mais en fait c'est pas des ex, quoi. C'est tellement mal nommé, parce qu'en fait si vous avez alors si vous avez des enfants c'est encore plus, mais en fait c'est une personne qui potentiellement va partager toute ta vie en fait, donc je sais pas, dire que c'est un ex, c'est comme si c'est dire cette personne appartient au passé, mais pas du tout, elle est tout le temps dans ton présent. Et donc quand tu te sépares, tout ce qu'il y avait de problématique et de beau dans la relation d'avant est toujours problématique et beau dans la relation d'après. Donc vous allez pas vous en sortir en vous séparant en fait. Il y a une sorte de relaxation énorme d'être dans un cadre qui est plus honnête par rapport à ce que tu ressens, et de dire en fait c'est beaucoup plus honnête de plus vivre ensemble, de plus être marié, de plus être officiellement dans une relation amoureuse, mais en vérité il y a toute une vie et toute une relation qui va continuer à se dérouler quoi qu'il arrive. Et moi je me rappelle j'étais encore en conflit avec mon ex, je suis plus sur quoi, tu vois. Et donc c'était texto sur texto sur texto. Et tu vois, je me rappelle, j'étais chez moi et je sais pas quelle position tu as quand tu réponds à des textos vénères. Mais moi, j'ai les épaules là qui remontent là et les coudes qui se mettent en arrière, et puis je pourrais entendre l'articulation de mes pouces, tu vois. Et je me rappelle que je sais pas combien de temps ça a duré cet échange de textos. Et en fait, à un moment donné, je dois aller déjeuner avec ma mère. Et je dis, je me casse. Et en fait, mes épaules ne peuvent plus redescendre. C'est-à-dire que j'étais tellement contrariée, que j'étais contractée, mais as fuck, je pouvais plus redescendre mes épaules. Et donc j'arrive j'arrive chez ma mère avec les épaules en l'air et tout. Je dis maman, il faut que tu m'aides, fais-moi un massage. Ma mère est médecin et tout, fais-moi un massage, et puis surtout aide-moi, parce que je veux pas savoir qui a tort ou qui a raison. Je veux sortir de ce truc. Mais par contre, je veux une autre relation. J'en peux plus en fait.
Et en fait, elle lit le truc et puis elle se marre, tu vois. Elle fait, mais Maï, il faut lire entre les lignes. Là, il a une crise d'angoisse, ça arrive à tout le monde. Et tu as choisi un homme angoissé pour être le père de tes parents. Allez. Allez. Donc, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Donc, tu lui dis juste que ça va bien se passer. Et en fait, son angoisse, elle va s'éteindre et... Ouais, mais je suis pas sa mère, nanana, nanana. Ok, tu fais comme tu veux. Ok, je vais lui envoyer le message. Donc, je lui envoie le message. Et évidemment que ça allait très très bien juste après. C'est-à-dire que d'un échange de mails, de 150 mails pendant 1 heure, tu passes à... Mais en fait, j'accepte qui est cette personne vraiment. Et je pense que lui, il m'a accepté tel que j'étais beaucoup plus tôt que moi, en fait. Et en fait, c'est un apprentissage pour moi. C'est-à-dire que construire cette relation, c'est quelque chose qui m'a nourri moi. Donc c'est pas un truc de compétition, c'est un truc où tu dois rester du même côté de la table quoi qu'il arrive. Et ça veut pas dire que tu dois sans cesse céder, sans cesse reculer, mais ça veut dire que si tu rentres dans une vraie relation, eh ben, il faut que tu comprennes qui tu es, où est ton ego, qu'est-ce que tu veux gagner à cet endroit, alors que t'as pas besoin de gagner, en fait. Tu vois? Et donc, quand j'ai compris que, en fait, ce serait une relation ad vitam aeternam, bah, le désir de paix, il l'a emporté, en fait. Et ça m'a fait gagner pas mal de points de vie. Et puis après, on est reparti en vacances ensemble avec les enfants. On fait certains Noëls, on déjeune régulièrement ensemble. Enfin, et ça veut pas dire que la relation est merveilleuse et parfaite, hein, pas du tout. Hein. On s'engueule hyper régulièrement. Il y a plein de moments où on a envie de jeter l'autre par la fenêtre, quoi. Et puis, quand on a ce désir-là très très profond, il y a toujours on s'en est toujours sorti. Donc. Ok, on est super vénère, on va pas se parler là parce que ça sert à rien. Et puis on va revenir et puis on va rediscuter. Et on s'en est toujours sorti. Et donc finalement, la relation que j'ai avec lui aujourd'hui, elle est beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus mature et beaucoup plus belle, je pense, que quand on était amoureux. On en reparlera plus longuement dans un épisode qui sera dédié à faire évoluer la relation avec... Alors comment tu dis alors? Tu dis pas ton ex? Ben, en fait, j'ai pas d'autres mots, donc je l'appelle par son prénom. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler sur ce sujet ou on a fait le tour? Sur le sujet de la séparation, on a déjà vachement papoté. Plein de choses. Je pensais que ça allait durer 20 minutes. Non. T'as cru quoi? Plein de trucs à parler. Bon, merci beaucoup, Maï. Merci. Et puis, rendez-vous pour l'épisode d'après. Et effectivement, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous raconter votre séparation. S'il y a des choses, des apprentissages. Mais comment on fait alors? Vous pouvez envoyer soit une note vocale sur mon email vocal@fabflorent.com. Ça s'écrit FABFLORENT. Ou alors, il y a un lien, dans les notes de l'épisode. Vous cliquez et en fait, vous allez voir un gros bouton Start Recording. Boum, vous appuyez dessus et en fait, ça va arriver directement en note vocale depuis votre téléphone. On a vachement envie de vous entendre. Exactement. Merci Maï. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab.